puis après, sur cet aspect, les gens qui vont en Polytechnique sont très bons. On avait dans la classe la moitié de personnes qui étaient purs polytechniciens et l'autre qui venaient plutôt d'HEC. Et en fait, de se dire que ces gens-là, j'étais en cours avec eux, qu'on pouvait échanger, que c'était des gens normaux. Ça, je pense que ça m'a beaucoup décomplexé aussi, parce qu'en fait, on se voit que dans certains domaines, on peut être meilleur qu'eux, et dans d'autres, peut-être un peu moins bon. Mais globalement, ça se tient. Et je pense que ça enlève beaucoup de barrières. Maintenant, je me mets aucune barrière. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel. Aujourd'hui, je reçois Léa Go, cofondatrice de Hipli, l'entreprise qui va révolutionner le packaging dans le e-commerce en proposant un emballage réutilisable plus de 100 fois et réduire ainsi l'impact carbone de plus de 80% par rapport aux emballages carton classiques qui représentent, rendez-vous compte, plus de 300 000 tonnes de déchets par an. Avant de démarrer cet épisode, je voudrais te parler d'une solution innovante que j'ai découverte pour générer des propositions commerciales très rapidement, complètement interactives, dynamiques et beaucoup plus encourageantes vis-à-vis de tes clients qu'un simple PDF. Comme toi, avant, je passais des heures à produire, corriger et envoyer des propositions au format PDF, à les envoyer en pièce jointe d'un email. Cela créait de la frustration de chaque côté, de la part du client qui attendait la dernière minute pour recevoir les informations voulues, de l'angoisse de mon côté car je ne savais jamais comment le support était reçu et perçu une fois le document envoyé. J'ai longtemps cherché un outil qui me permettrait de basculer d'un PDF sans vie en un espace collaboratif entre moi et mes clients, mais aussi entre moi et mes équipes. Aujourd'hui, tout cela est rendu possible grâce à Pan.app, un outil qui va te permettre d'organiser un storytelling poussé et personnalisé pour tes prospects avec des propositions au format web. Si cet outil t'intéresse, je te mets un lien dans le descriptif de l'épisode. Grâce à ce lien, tu auras de ma part 2 mois offerts sur ta licence annuelle. Si vous souhaitez soutenir ce podcast et m'encourager à partager avec vous ces passionnantes interviews, je vous encourage à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à laisser un avis écrit. Vous pouvez aussi venir débattre avec l'invité sur le post LinkedIn, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Partagez le podcast autour de vous sur vos réseaux sociaux favoris, parlez-en à vos amis, à vos collègues, à votre famille. Voilà, merci beaucoup et je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute! Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales. Aujourd'hui, je reçois Léa Go. Léa travaille au Havre, a fondé son entreprise au Havre, Hipli. Eh bien, bonjour Léa. Bonjour. Voilà, et je t'avais prévenu, attention, tu as 30 secondes pour pitcher ton entreprise et ton produit. Avec Hipli, on s'attaque aux déchets du e-commerce. On remplace tous les emballages à usage unique dans lesquels on reçoit les commandes qu'on passe en ligne par un emballage qu'on peut réutiliser 100 fois. Le but du jeu, c'est d'avoir un emballage qu'on peut plier en tout petit, en format lettre, et qu'on glisse dans n'importe quelle boîte aux lettres. Ça revient chez nous, au Havre, et on s'occupe de les remettre en circulation pour que chaque emballage puisse être utilisé 100 fois. Ok, c'est super. C'est pour ça que le profil de Léa était passionnant à interviewer parce qu'on est complètement sur la transition écologique et on est sur un projet complètement fou parce que quand on voit le volume de déchets que ça représente, tu sais à peu près, toi, combien ça permettrait d'économiser en termes de volume de déchets? Vous avez quantifié un petit peu ça On quantifie, on a une approche qui est très pragmatique et très basée sur les chiffres. Donc, au niveau du marché, il y a 1,3 milliard de colis qui sont envoyés en France tous les ans. Ça représente quasiment 300 000 tonnes de déchets. Et chaque colis pli, lorsqu'il est utilisé 100 fois, permet d'éviter jusqu'à 25 kg de déchets et de réduire l'impact carbone de 83% par rapport à un carton. D'accord. Et juste pour continuer un petit peu là-dessus, quelques minutes, qu'on comprenne bien comment ça fonctionne, c'est-à-dire que toi, tu prends contact avec les e-commerçants, c'est ça? Et eux, après, sur leur site, proposent l'option d'utiliser tes emballages. Et puis après, libre au consommateur, j'ai fait mes devoirs, hein, libre au consommateur de renvoyer, de jouer le jeu, de renvoyer le colis par la poste directement. C'est exactement ça. Nous, on travaille avec des partenaires qui sont des marques. On travaille aujourd'hui avec 350 marques en France, des marques comme Cdiscount par exemple, des marques comme Balzac Paris, des marques comme Quetch ou la Camif. Et c'est elles qui font le choix de proposer aux clients de recevoir leur commande soit dans un emballage à usage unique qu'ils vont devoir mettre à la poubelle ou dans un emballage réutilisable qu'ils vont renvoyer par la poste.
Ça reste un choix pour le consommateur final pour que ceux qui reçoivent un colis e-pli les choisissent et du coup aillent au bout de la démarche et nous renvoient les colis. Ok. Ouais, mais on voit tout de suite l'impact. Par exemple, quand on commande de l'habillement en e-commerce où on essaye chasse-mige, ça va pas, on renvoie, on reçoit une nouvelle chemise avec un nouveau colis. Enfin, c'est tout de suite la boucle infernale. Donc, comment ça t'est venu l'idée justement ? Exactement comme ça, en commandant en ligne, en ayant des produits tout petits dans des colis très grands, en les mettant dans la poubelle, même si on les jaune. Et surtout, en commençant avec mon associée Sophie à en parler, à creuser le sujet, à rencontrer des experts du monde du recyclage. On réalise que finalement, le recyclage, c'est bien, mais que le mieux, ce serait que ça n'arrive pas jusque-là. Et ensuite, en regardant les chiffres du nombre de colis envoyés, du volume que ça représente, et surtout ensuite en parlant à des marques, en parlant à des consommateurs autour de nous, en parlant à la Poste, en parlant à des logisticiens, en réunissant tout le monde et en se disant que tout le monde a envie de faire bouger les choses et de se dire que c'est possible et que finalement il faut essayer. Et 2 ans après, on a 250 000 colis. Donc le pari est plutôt gagnant, mais c'est parti effectivement de moi au-dessus de ma poubelle jaune. Ok, super. Et j'imagine que Le Havre étant une grosse plateforme logistique pour la France, ça a eu un impact direct de t'installer ici et de lancer le projet au Havre ? Le projet, on l'a lancé au Havre à l'origine pour des raisons plutôt personnelles. On était toutes les deux, Anne-Sophie, mon associée et moi, en poste dans des entreprises qui étaient basées hors du Havre, voire hors de la France. Et on travaillait en coworking depuis le Havre. Et on a eu envie de créer nos emplois et surtout le projet qui allait nous faire vibrer, dans lequel on allait se sentir utile au Havre. Et ensuite, rationnellement, ça avait vraiment du sens aussi parce qu'on a trouvé des partenaires logistiques qui avaient un excellent niveau de qualité et qui sont à quelques centaines de mètres de nos bureaux. Ok. On va rembobiner un petit peu. On va parler un peu de ton parcours. En soi, on essaye de pas trop s'attarder sur les parcours des invités. Je le faisais beaucoup au début et puis un petit peu moins. Et puis en fait, finalement, quand je regarde que ce soit ta formation ou tes premières années en entreprise, je pense que c'est intéressant de s'y attarder. Donc, si je regarde ton profil LinkedIn, je vois des noms d'écoles comme HEC, Polytechnique. Tu peux nous en dire un petit peu plus brièvement comment t'as articulé justement ta formation ? Alors, c'est plus original que ça en a l'air, parce qu'en fait, après le bac, j'ai arrêté mes études pour me lancer dans la voile. Donc, j'ai travaillé en tant que monitrice de voile et entraîneur de voile pendant 3 ans. Je n'avais pas spécialement vocation à reprendre des études. Et j'ai quand même fini par me dire que je passais à côté de quelque chose en ayant arrêté si tôt, alors que j'aimais bien l'école. Et j'ai fait le choix, après donc 3 années d'arrêt, de présenter des concours d'école de commerce. Et j'ai eu la chance d'être énormément accompagnée dans la préparation de ces concours-là. Et effectivement, j'ai eu la chance de faire un double master à l'école polytechnique et à HEC, et un MBA international à l'ESCP Europe. Donc je pense que ce parcours, c'est à la fois quelque chose de très atypique, mais qui a été extrêmement formateur. Ne serait-ce que sur des choses comme avoir confiance en soi et se confronter au monde professionnel, et un monde que j'ai découvert très différent par la suite en sortant d'une grande école. Et puis cette expérience en grande école, justement, j'ai appris des clés à la fois techniques, et puis aussi j'étais avec des gens qui se posaient un peu moins de questions que moi, et je pense que ça m'a beaucoup aidé à me libérer pour la suite. La voile, c'est ça ? Oui. Ok. C'était du haut niveau ? C'était quoi le... C'était un petit peu de sportif quand j'étais effectivement plutôt jeune. Et ensuite, c'était un métier vraiment plutôt de formation. Ah oui, d'accord. Okay. J'ai fait aussi beaucoup de voile en compétition, mais sur ces 3 ans, c'était pour la majorité vraiment de la formation de personnes adultes, de personnes en situation de handicap, de jeunes. J'avais des équipes de jeunes en compétition. Et c'était vraiment un poste de moniteur de voile assez classique. Ok. Mais du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à ton aventure entrepreneuriale actuelle ? Ça m'a apporté beaucoup de choses autour de la transmission, de la clarté des messages qui m'aident aujourd'hui beaucoup. Ça m'a apporté sur la confiance en moi. J'étais bègue, j'avais énormément de mal à sortir une phrase sans bégayer. C'était vraiment compliqué. Me mettre devant un public, expliquer, donner des consignes de sécurité devant des adultes, devant des jeunes. C'était extrêmement dur au début. Et donc ça a été formateur, et je pense que ces années-là, elles ont été fondatrices pour moi. Et elles m'aident encore beaucoup aujourd'hui, quand maintenant je viens pitcher e-pli quasiment toutes les semaines.
c'est plus un sujet. Et c'est en partie grâce à ça. Ah oui, parce que là, on s'en rend pas du tout compte. Quand tu nous as pitché le produit, ça a été... Ça va mieux. Ouais, c'est super. Et du coup, après ça, parce que c'est marrant, les gens, on a des histoires de personnes qui se font à fond dans les études et qui après entament leur premier boulot et après il y a un ras-le-bol en disant je n'avais pas envie de travailler, j'avais pas envie de faire ça, je fais un truc plutôt sur ma passion. Toi, c'était carrément le chemin un peu inverse, c'est-à-dire j'arrête tout, je fais ma passion et puis après je reprends les études. C'est intéressant aussi. Ouais. Puis ça te permet aujourd'hui d'éviter d'avoir ce frein-là, peut-être aussi en te disant bah ça y est, je l'ai fait, j'ai fait ce que je voulais et puis maintenant, tu fais ce que tu veux maintenant. C'est ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Effectivement, ça c'est fait. Et puis je pense qu'au début, en passant mon bac, je pense que j'avais même pas pensé qu'autre chose était possible. Je viens d'une famille où on faisait pas forcément beaucoup d'études, où personne n'a fait d'études supérieures, donc j'avais pas non plus ce modèle-là du tout. Et par contre, j'avais un père moniteur de voile, donc je pense qu'on reproduit aussi un peu ce qu'on connaît. Et j'avais besoin, je pense, de me libérer et de vivre des choses, et de vivre une vraie expérience professionnelle, parce qu'on voit souvent la voile comme quelque chose, c'est le soleil, une vie un peu douce, mais dans les faits, moniteur de voile au Havre, c'est beaucoup de professionnalisme, beaucoup de questions de sécurité. C'est aussi l'hiver, être dans des hangars froids, à réparer des bateaux. C'est aussi un vrai métier, je pense. Et c'était très, très formateur aussi de voir ce que c'était la vraie vie. Oui, parce qu'au final, tu plonges dans le monde professionnel très rapidement. Donc, tu t'acquiers les codes, la rigueur, le fait d'être autonome, de construire quelque chose toute seule. Et du coup, cette expérience-là, tu vas à l'école, tu es salarié dans des entreprises et tu penses que ça a forgé la décision que tu as prise de monter ton aventure après avec Ipli, de lancer quelque chose toute seule? Oui, je pense que c'est vraiment tout l'ensemble. À chaque étape du parcours, j'ai appris des choses différentes, que ce soit effectivement dans cette première expérience, après sur les études que j'ai faites, et puis les premières années d'expérience professionnelle, où apprendre aussi le monde de l'entreprise, comment ça fonctionne dans une grande entreprise, puis dans une start-up. C'était également très très complémentaire. Et après, je pense que c'est ce qui m'a permis de me sentir légitime, ou en tout cas de ne pas me mettre de frein au moment où j'ai voulu, avec Anne-Sophie, lancer Ipli. Et puis après, c'était aussi le fait de se dire que tout était possible. Ok. Et donc, du coup, double diplôme HEC Polytechnique. Et Polytechnique, qu'est-ce que ça t'a apporté justement ? C'est vraiment du high level. Comment tu vois les choses avec du recul ? Moi, j'ai fait une école d'ingénieur avec prépa intégrée, donc voilà, j'ai pas eu l'histoire des concours, des trucs, c'était dur, mais bon, ouais, et puis on a un bon niveau, mais moi, je m'imagine Polytechnique, les gens qui vont là-bas, c'est vraiment c'est le top du top, donc. Ça m'a apporté à la fois une éducation qui était top. Je pense qu'il y a un niveau d'exigence qui est quand même très élevé, à la fois dans ce qui est attendu dans les cours, mais aussi parce que les gens autour de nous, ils sont bons, donc il faut faire au moins si bien. Et puis après, sur cet aspect, les gens qui vont en Polytechnique sont très bons. On avait dans la classe la moitié de personnes qui étaient purs polytechniciens et l'autre qui venaient plutôt d'HEC. Et en fait, de se dire que ces gens-là, j'étais en cours avec eux, qu'on pouvait échanger, que c'était des gens normaux. Ça, je pense que ça m'a beaucoup décomplexé aussi, parce qu'en fait, on se voit que dans certains domaines, on peut être meilleur qu'eux, et dans d'autres, peut-être un peu moins bon, mais globalement, ça se tient. Et je pense que ça enlève beaucoup, beaucoup de barrières. Et maintenant, je me mets aucune barrière. Et ça se ressent aussi beaucoup chez Ipli, où on ne recrute pas du tout sur le diplôme. Ce n'est pas un critère. Alors que parfois, quand on sort de ces écoles-là, ça devient un critère. Et là, non, c'était juste extrêmement stimulant. Et c'est des gens qui, effectivement, sont plutôt bons dans beaucoup de domaines, un peu moins bons dans d'autres, mais des gens normaux, finalement. Ok, et tu as toujours gardé, on parle souvent de l'intérêt de ces écoles-là, c'est le réseau. Toi, ça t'a servi, ça te sert encore ou pas ? Ça m'a servi, j'ai gardé énormément de contacts avec des gens avec qui j'étais en cours. On était à une époque où l'entrepreneuriat commençait à devenir à la mode. Donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs aujourd'hui et certains qui ont des gros beaux succès. Qui étaient des gens vers qui je me suis tournée quand j'avais des questions. C'était un vrai gros plus. Et puis après, c'est aussi en termes de crédibilité. C'est vrai que quand on va voir un investisseur, un client potentiel, souvent il regarde le CV qu'on a, même le banquier. Je sais que c'est la première chose qu'il nous a dite. Ça rassure, donc j'avoue qu'on s'en sert lorsque c'est nécessaire. Pas plus que ça, mais quand ça nous aide. Ok, bon, bien sûr.
Pourquoi se priver? Et du coup, on va revenir un petit peu sur ton aventure avec Ipli. Ça fait combien de temps justement déjà que ça existe? On a lancé le 1er juillet 2020, donc dans quelques jours, ça fera 2 ans. D'accord. Donc, on peut dire que c'est encore assez jeune. Mm. Et là, vous en êtes où aujourd'hui, justement? Aujourd'hui, on a 350 marques qui proposent les colis Ipli. On a 250 000 colis en circulation. On est 16 dans l'équipe. Ah, vous êtes 16. Ok. 16. Ok. Parce que je vous renvoie, si vous voulez connaître l'aventure Ipli en détail, il y a un super podcast qui avait été réalisé par Ludovic Salen sur le terrain, je crois, le nom du podcast. Et là, en fait, il vous a suivi sur une période du début, à post-Covid, je crois. Et il vous racontait vraiment en détail des choses sur la construction de l'entreprise. Mais on vous a laissé, c'était à 1 an, le dernier épisode, je crois. On vous a laissé là. Maintenant, aujourd'hui, il y a eu des étapes franchies parce que vous étiez 4 à l'époque du podcast, je crois. Maintenant, vous êtes 16. Donc là, on est en phase d'accélération. Exactement. On a une première année où on a testé le concept. On a mesuré le fonctionnement, on a acquis des nouveaux clients. Et là, depuis 1 an, c'est vrai que ça accélère assez fortement. On lance d'ici quelques jours la Belgique. On travaille de plus en plus sur de nouveaux projets, de nouveaux services. Et puis en termes d'équipe pure, sur un passage de 4 à 16, ça fait aussi beaucoup de structuration. Ça fait aussi un besoin de partager les valeurs de l'entreprise, de partager ce qui est important pour nous. À la fois le partager dans les mots, mais aussi dans les actes. Comment est-ce qu'on fait pour prouver tout ce qu'on dit au quotidien avec la façon dont on fait des réunions, par exemple, la façon dont on utilise certains mots au détriment d'autres, et la façon dont on organise la vie en équipe aussi. Ok. Du coup, c'est quoi les valeurs? C'est quoi les valeurs de Léa et les valeurs d'Ipli? T'arrives à... Si c'est les mêmes, je sais pas. On peut faire le distinguo, je te laisse libre de répondre à cette question. Ouais. C'est pas trop schizophrène, ça va. En fait, avec Anne-Sophie, quand on a voulu lancer le projet Ipli, on se connaissait assez peu. On travaillait l'une à côté de l'autre, mais on se voyait travailler de l'extérieur et puis on partageait des cafés, mais finalement, on ne se connaissait pas très bien. Et on savait que l'entreprise qu'on lançait, qui n'avait pas de nom à ce moment-là, elle allait ouvrir le chemin. Le colis réutilisable, il n'y avait pas trop de modèles, donc on savait que ça allait évoluer. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit extrêmement clair et qu'on partage et qu'on soit aligné sur ce qui était important pour nous. C'est ce qu'on a appelé nos étoiles polaires. Ces étoiles polaires, il y en a 3. C'est ce qu'on regarde quand on lève la tête et qu'on a un doute sur l'endroit où on va. Ces étoiles polaires, c'est l'impact positif à la fois sur les hommes, les humains, et sur la planète. Donc il y avait vraiment cette double dimension, à la fois effectivement environnementale, qu'est-ce qui nous drivait au début, mais aussi l'aspect humain. Et ça, c'était important pour nous, à la fois de créer des emplois, de travailler avec des entreprises qui accueillent des personnes en situation de handicap, d'avoir l'impact le plus local possible et le plus social possible. On avait une deuxième étoile polaire qui est la pérennité. On avait envie d'avoir un impact sur le long terme, de ne pas avoir que ce soit pas un effet de mode, un coup d'épée dans l'eau, mais vraiment quelque chose qui soit pérenne, qui soit une transformation de la société. Et puis, si on parle juste de l'entreprise, on ne voulait pas être une start-up avec comme seule motivation la course à la levée de fonds, mais vraiment de prouver qu'un modèle à impact pouvait avoir un modèle économique, que ça pouvait être une entreprise rentable et qu'elle allait nous permettre d'embaucher, de créer de l'emploi, de continuer à rémunérer les gens sur le long terme. Et la troisième étoile polaire, c'est l'étoile polaire de la transparence. On s'est toujours dit qu'on allait avoir des choix difficiles à faire, mais qu'il fallait qu'on les assume. Et que s'il y a un choix, si on n'était pas capable de parler d'un choix, que c'était probablement pas le bon. Donc du coup, on a toujours communiqué avec transparence, à la fois sur tous nos coûts, la décomposition des coûts, les choix qu'on a fait, que ce soit des choix évidents ou des choix un peu plus difficiles. On a toujours communiqué tout ça en toute transparence. Et donc, ces 3 étoiles polaires, c'était vrai au début, avant même qu'on crée la société. Et aujourd'hui, c'est la première chose qu'on dit aux gens qu'on embauche et qui rejoignent l'équipe. Donc, c'est toujours les mêmes. Alors, ça amène plein de questions. Du coup, j'ai pris plein de notes pendant que Léa parlait. La première, c'est pour rebondir à ce que tu disais tout au début. Comment, justement, on transfère, on partage ces valeurs-là quand on est 2, qu'on a ces étoiles polaires au plafond, dans sa chambre ou dans les toilettes, je ne sais pas où vous les mettez, mais
comment tu les transfères justement aux personnes qui vous rejoignent? Parce que voilà, le risque quand tu grossis, c'est que les gens sur le papier partagent tout ça le jour de l'entretien. Youpi, c'est super, même pendant 3 mois ou 4 mois leur entretien de leur période d'essai. Mais après, il faut que ça s'inscrive dans la durée et puis ça peut amener des déconvenues ou des déceptions. Voilà. Toi, tu penses que tu peux garder ou influencer? C'est la transmission. Vous avez mis en place des choses particulières pour ça? En tout cas, on fait tout pour les partager, pour expliquer. Je pense que la première chose, c'est qu'on explique pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui fait que c'est important pour nous, et qu'est-ce qui fait que Hipli, c'est la boîte que c'est aujourd'hui et pas une autre. Après, ça correspond à certaines personnes, ça correspond pas à d'autres, mais pour nous, c'est important et on en parle beaucoup. Donc, je pense que déjà, le fait de le répéter et d'expliquer, c'est un point vraiment important. Et puis après, on essaye vraiment de le mettre en application. Là, juste avant qu'on se retrouve ici, on était tous ensemble, on a déjeuné ensemble et on a fait un concours de pitch. Et en fait, toute l'équipe est passée les uns derrière les autres à pitcher Hipli avec les mots-clés dans différentes situations. Donc, certains ont pitché à Emmanuel Macron, d'autres à Léa Salamé. Mais le but du jeu, c'est de mettre les gens en situation de faire des choses extrêmement concrètes et de le partager en équipe. On fait aussi des journées, par exemple, qu'on appelle des sprints. En fait, c'est une journée dans laquelle personne fait son travail habituel et on est sur un sujet en particulier, donc soit un sujet d'acquisition, soit un sujet de communication. Et en fait, pendant une journée, on se coupe de notre réalité et on travaille en équipe sur un objectif qui est fixé. On change les rôles. Anne-Sophie et moi, on devient vraiment membres d'équipe et c'est d'autres personnes qui prennent les rôles de chef d'équipe. Et en fait, ces personnes-là, en étant dans ces situations, ça permet aussi de mettre en application les valeurs et les étoiles polaires qu'on essaye d'appliquer tous les jours et de le faire dans un contexte un peu différent où on sort de la réalité avec des enjeux très très court terme, avec l'urgence d'une échéance, qu'elle soit à 17h par exemple. Ça permet aussi de mettre en avant des choses et de réinsister sur ce qui est vraiment important. Alors là-dedans, il y a plein de choses super intéressantes. Vous pouvez en tirer concrètement, c'est-à-dire déjà l'exercice du pitch quand vous êtes dans une start-up, même une entreprise de quelle que soit sa taille. Tout le monde se présente en société, présente son entreprise, quel est son travail, et de faire travailler les gens sur le pitch de l'entreprise et mettre en avant les valeurs de l'entreprise sur 30 secondes, 1 minute. Ça demande de l'entraînement, mais ça permet aussi d'avoir une image de l'entreprise qui soit complètement cohérente à l'extérieur. Donc ça, c'est un exercice. Et les histoires de sprint, t'avais trouvé ça comment? C'est venu On était dans le train avec Anne-Sophie, on s'est dit tiens, il faut qu'on sorte de notre quotidien et surtout qu'on arrive à mettre en exergue des choses qu'on constate tous les jours sur un temps très court, très contraint, avec un objectif qui met une petite dose de stress, mais un stress qui est faux en fait, qui est plutôt de l'ordre du jeu. Et qui permet en fait de mettre en avant les choses sur lesquelles on n'arrive pas bien à mettre le doigt au quotidien et qui en plus ont un intérêt pour l'entreprise parce que c'est toujours des vrais projets qui nous font avancer, qu'il faut avancer une équipe ou une autre et qu'il faut avancer Hipli au global. On n'a pas vu ça ailleurs, en tout cas ça existe probablement. Moi, en fait ça me parle parce que j'en ai entendu parler, alors je sais plus si c'était... Est-ce que j'ai interviewé Jean-Daniel de Memobank, qui avait fondé Captain Train, et j'avais écouté une interview et je crois que c'est lui qui en parle, de ces histoires de sprint pour accélérer sur des sujets, sur des temps très courts. Ou là, il avait créé un post là-dessus, peu importe. Donc c'est pour ça que ça me parle ce que tu me dis. Donc peut-être que tu avais vu l'idée quelque part et du coup, comment vous faites vivre cette partie management et leadership de l'entreprise? Parce que quand on fonde une start-up, on peut être très bon sur un produit ou très bon sur quelque chose et puis finalement ces sujets-là qui sont très compliqués et qui demandent un temps fou, même soit pour s'auto-former, etc. C'est pas forcément simple. Donc comment vous faites justement, comment vous gérez cette animation d'équipe, votre développement personnel sur le management, parce que et puis comment vous voyez les choses après quand vous allez grandir, parce que effectivement, on se rend compte que entre la première année où on avait un job d'entrepreneur et aujourd'hui on a un rôle de direction d'entreprise ou de management, en tout cas c'est assez multicasquette, nos métiers ont complètement changé. Du coup, il a fallu s'adapter très vite. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'Anne-Sophie et moi, on est très différentes et qu'on a eu des expériences aussi très différentes. On a travaillé un peu plus de 10 ans l'une et l'autre dans différentes entreprises. Donc ça nous aide aussi parce qu'on a eu des modèles managériaux. Je suis toujours assez impressionnée par les gens qui lancent une entreprise en sortant d'école parce que moi, ça m'aide d'avoir eu ces modèles managériaux et Anne-Sophie aussi, on en parle assez souvent.
Donc du coup, ça nous apporte une petite base. Et puis après, on essaye vraiment d'aller poser des questions, de s'entourer. Là, on est en train de réfléchir à se faire coacher sur le sujet justement du management. On réfléchit à des choses pour faire des 360 avec l'équipe. Et puis ensuite, on essaye vraiment de mettre le plus de process possible. Alors c'est un mot qui peut être un petit peu négatif, mais nous, ça nous aide. Et ça nous aide surtout à mettre en avant le fait que le management, c'est un métier à part entière et qu'il faut y passer du temps. Et que si on ne se bloque pas des plages horaires qui sont dédiées aux équipes, avec des objectifs sur chaque équipe, ça c'est sur chaque point d'équipe, avec chaque personne, sur chaque one-one, si on le met vraiment dans le dur, et le dur aujourd'hui c'est notre Google Calendar, mais c'est important de mettre ces plages et de se remettre en question, de demander aux gens ce qui va pas. On essaye beaucoup de choses, on fait pas toujours tout parfaitement, mais on essaye vraiment à chaque fois d'améliorer. Et ça c'est aussi dans la culture d'entreprise quelque chose de très fort. Par exemple, on a le droit de faire uniquement 3 types de réunions chez nous. Hors réunions de type one-one, on a soit des réunions qui sont des briefs, c'est-à-dire qu'on réunit toute ou partie de l'équipe pour les briefer sur un sujet, les mettre en action sur un sujet. Donc c'est jamais juste de l'info descendante. On a un autre point qui est des débriefs. Et ça, on essaie de le faire de plus en plus souvent sur tous les sujets, que ce soit des gros sujets ou des petits sujets. On réunit tout le monde et tout le monde doit vraiment faire un débrief à chaud et à froid. Le but du jeu, c'est toujours de s'améliorer. Et puis après, on a ce qu'on appelle nos lundis cibles, mais qui sont tous les lundis un passage en revue des OKR de toute l'équipe. Chacun partage sur les objectifs et puis on fait une revue aussi des projets principaux où chacun dans chaque équipe parle de ce qui fonctionne bien, de ce qui fonctionne moins bien. Et le but du jeu, c'est aussi de trouver des solutions pour tout le monde entre chaque équipe. Vous avez l'air, okay. Non, mais vous avez l'air déjà super bien organisé. Est-ce que justement dans le binôme Anne-Sophie, Léa, il y en a une qui est plus structurante, plus organisée que l'autre, ou c'est partagé? On entend souvent des binômes où il y en a un qui est un peu un peu plus foufou, qui part un peu plus avec plein d'idées à 100 à l'heure, et c'est bien, c'est le moteur un petit peu, c'est l'attraction, et puis après il faut organiser tout ça, il faut se poser. Est-ce que vous êtes équilibré là-dessus, ou il y a quand même quelqu'un qui est plus... C'est moins clair que ça. On est vraiment, en tout cas, extrêmement complémentaires, à la fois sur l'aspect métier. On est très, très complémentaires, donc ça nous a beaucoup aidé parce qu'on ne s'est jamais marché sur les pieds. Et puis aussi, on se respecte beaucoup l'une et l'autre, donc ça aide beaucoup. Et après, oui, je pense qu'il y a quand même l'une des deux qui est plus axée sur la stratégie et qui, je pense beaucoup à demain et qui travaille plus sur le produit, sur observer le marché, observer les tendances, et vraiment une dimension un peu plus stratégique. Et l'autre qui est peut-être plus dans l'instant et dans l'organisation, mais c'est pas des traits très très marqués, mais ils sont un petit peu là quand même. Ok. Je reviens sur l'autre point que tu avais mentionné, la deuxième étoile, la rentabilité, le fait de construire un business qui soit sur fonds propres, ou tout du moins qui soit pérenne, surtout dans la transition écologique. On voit beaucoup d'idées, ça part un peu dans tous les sens, mais on oublie un petit peu que pour que ce soit viable, il faut que ce soit économiquement vivant. Et donc du coup, vous remplissez cet objectif là aujourd'hui, ça y est, vous êtes sur un business model qui est pérenne selon toi? Alors effectivement, c'était important pour nous d'aligner l'impact et la rentabilité économique, parce que je pense que c'est ce qui permet d'avoir de l'impact finalement à long terme. Un impact sur un tout petit périmètre et sur une toute petite durée, pour nous, ça n'a pas grand sens. Donc effectivement, on veut vraiment aligner les deux. Et on avait atteint la rentabilité, on a embauché beaucoup pour accélérer, donc du coup, ça se décale un petit peu et on va récupérer ça, mais c'était important pour accélérer, parce qu'on a en même temps de grandes ambitions sur ce projet-là, parce que les chiffres d'impact montrent que ça vaut vraiment le coup de faire en sorte qu'il y ait du colis réutilisable sur le plus de sites possible. Du coup, ça demande d'investir un peu sur le plan RH, sur le plan de la production des colis. Donc là, c'est en train de se déséquilibrer un peu, mais on va rattraper. Et sur l'écosystème de la région, il y a justement, d'un point de vue RH, IT, même finance, vous avez des aides, il y a des services transverses entre startups qui peuvent être utilisés. Comment ça marche justement? Je me suis toujours posé la question, parce que moi, je suis toujours arrivé dans une entreprise où il y avait une RH, il y avait le CFO, il y avait l'IT, tout fonctionne, et on se dit, mais d'accord, mais à un moment donné, au début tu bricoles, tu fais tout seul, et puis à un moment donné, il faut faire les choses,
c'est un métier, quoi. Il faut organiser ça, quoi. Donc, comment ça se passe quand tu es jeune pousse au bout de 2 ans et que tu commences à atteindre des niveaux où là, tu es 16, demain, tu seras peut-être 50 et après-demain, 100, quoi. Donc... On structure au fur et à mesure. Je pense que c'est important, c'est d'avoir la structuration qui correspond à son niveau de maturité. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore, en tout cas, on n'estime pas être encore suffisamment grand pour avoir un DAF, par exemple, pour avoir une RH. C'est des fonctions qu'on a gardées aujourd'hui sur Anne-Sophie et moi. On se fait aider. On a une office manager qui est arrivée, qui nous aide aussi beaucoup sur les sujets administratifs purs. Ça nous a quand même bien soulagé parce qu'on a gardé le plus longtemps possible. On avait tendance à se dire que notre temps coûtait pas très cher parce qu'on avait toujours le soir, on avait toujours des moments où finalement on arrivait à faire les choses. Mais déjà, je pense que c'était pas l'endroit où on avait le plus de valeur ajoutée. Déjà parce qu'on n'est pas forcément très bonne sur les sujets administratifs, ni l'une ni l'autre. Et puis aussi qu'on s'est rendu compte que notre temps coûtait cher parce que c'est du temps qu'on passait pas ailleurs sur des choses qui avaient une valeur ajoutée très forte et sur lesquelles on était bien meilleur que sur les sujets administratifs. Par contre, le fait de faire, et ça on a toujours été au début, vraiment dans le faire, à la fois pour nettoyer tous les colis qu'on a nettoyés nous-mêmes, à la fois pour faire vraiment toute la compta nous-mêmes, ça nous a appris, c'est que maintenant le business model, on le comprend. Maintenant, si on parle du nettoyage, ce que ça demande de nettoyer un colis, comment est-ce que ça peut s'optimiser, on le comprend. Donc au début, ça nous a quand même beaucoup aidé de faire. Par contre, à un moment, il faut accepter de se dire, là, c'est plus mon rôle, et de mettre la bonne personne ou le bon partenaire à cette place-là. On a globalement plutôt tout internalisé. Les seuls, par contre, on se fait accompagner par des partenaires. À la fois, on a réuni autour de nous un conseil stratégique qui nous challenge sur la direction de l'entreprise. Et puis après, on a un expert comptable qui nous aide aussi et à qui on pose des questions assez régulièrement. Et on est sur vraiment un travail en collaboration, c'est-à-dire que c'est nous qui définissons avec eux le tableau de bord qui va nous permettre d'avoir une bonne gestion de l'entreprise. Mais en parallèle, c'est eux qui viennent nous challenger sur des choses vraiment techniques auxquelles on n'a pas forcément pensé, sur tous les sujets type SIR, jeune entreprise innovante aussi, on se fait aider par des personnes extérieures parce qu'on estime que c'est pas notre cœur de métier. Donc ça, juste pour bien comprendre, c'est un conseil qui vient de l'extérieur. Sur l'expert comptable, c'est un expert. Non, pas la partie comptabilité. Le conseil, ouais, c'est ça, ouais. Ce qu'on appelle notre conseil stratégique. En fait, le conseil stratégique. Ouais, c'est un grand mot. C'est un grand mot, mais il nous aide bien. On a 3 personnes qu'on a rencontrées depuis 2 ans. En fait, à chaque fois qu'on a quelqu'un qu'on trouve vraiment pertinent, on se dit dans un coin de notre tête, cette personne-là, il faut qu'on la garde à nos côtés parce que quand on aura des questions ou quand on aura besoin de se faire secouer et un peu challenger, ce serait intéressant de l'avoir. Et donc, après 2 ans, on a fait le choix de demander à ces 3 personnes qui étaient les personnes qui nous avaient vraiment impressionnés, qui nous avaient fait grandir sur un sujet ou sur un autre, de faire partie de ce qu'on a appelé notre conseil stratégique. Donc, on a une personne qui est experte des business models. On a une autre personne qui a connu une grosse croissance, qui peut nous aider beaucoup sur des questions de structuration d'entreprise, sur des questions de management, de recrutement. Et une autre personne qui est chef d'entreprise aussi dans le domaine de l'économie circulaire et qui nous aide aussi à la fois par des contacts métiers et puis par des connaissances sur des aspects un petit peu plus... C'est des gens de la région aussi que tu as trouvé sur la région ou peut-être plus 2 de ces 3 personnes-là sont au Havre. Ok. Et la 3e personne est sur Paris. Oh, c'est sympa d'Edouard Philippe de vous filer un coup de main quand il a le temps. Non, mais c'est super, c'est une super idée parce que du coup, voilà, moi, ça fait partie des questions que je me pose quand je vois des projets comme ça. Je me dis, oh là là, comment on arrive à avancer, comment on va piocher des idées, comment on évite les choses trappes, etc. Et tu viens de répondre en partie à cette question-là. Du coup, ok. Et je reviens sur la partie financière. C'était important pour toi d'être indépendante. Alors, je ne sais pas si vous levez des fonds quand même, mais si c'est le cas, tu vas voir l'objet de ma question. Mais c'était important pour toi d'être indépendante financièrement parce qu'on voit, c'est vrai que quand on fait la course aux levées de fonds pour... Après, on est pu maître un peu de son destin aussi. Et puis, surtout quand on travaille dans la transition écologique, il faut avoir un œil critique, j'imagine, sur la provenance des fonds. On voit beaucoup de pseudo-green tech, ou pas pseudo d'ailleurs, des vrais green tech, qui sont finalement financés par de l'argent de grands fonds ou de banques qui elles-mêmes sont pas très... très vertueuse dans la façon dont elle
finalement dans ta table d'argent. Il y a une banque qui vient en tête, je ne vais pas la nommer, mais voilà, aujourd'hui qui dit je sors du charbon, j'arrête les financements du charbon en 2030, alors qu'on sait qu'il faut arrêter maintenant, et qui en fait derrière va financer une green tech pour je sais pas, voilà, c'est bien, mais il faut être cohérent sur les actes. Et puis après, au board qui va mettre son grain de sel en disant bah là, vous n'êtes pas rentable, ça c'est pas rentable, l'argent rentre pas. Ah bon, bah donc pour devenir rentable, il faut qu'on adopte un modèle qui est plus en phase avec la transition écologique. Bon voilà, j'ai un peu digressé, mais tu vois mon propos. Est-ce que pour toi, c'était aussi quelque chose d'important d'être indépendante financièrement, ou tout du moins d'avoir un œil critique sur comment tu finances Ciply si tu dois aller chercher des fonds? On n'était pas tant drivé par un besoin d'indépendance que par l'envie de sélectionner les bons partenaires. Parce qu'on voit comme des partenaires financiers, évidemment, mais c'est aussi des partenaires derrière qui vont avoir une voix au board et ils vont avoir leur mot à dire. Et puis on s'est dit aussi que lever des fonds, c'était à la fois une vraie opportunité d'accélérer, mais que ça comportait aussi des risques et qu'il fallait le faire au moment où on était assez clair sur notre business model, sur notre positionnement, et que finalement on avait trouvé une voie qui nous semblait claire et bien tracée, et qu'il fallait juste appuyer sur l'accélérateur. Au moment où on était beaucoup sollicité par des fonds, on avait l'impression qu'on n'était pas encore là. On avait l'impression que ce n'était pas un sujet non plus pour nous. On a eu la chance d'être très bien financés par les banques, on a eu énormément de subventions aussi. On a gagné des concours, dont un à 100 000 euros sans rien en retour. Donc c'est quand même des bons leviers de financement. Donc on s'est posé la question, on se pose toujours la question. Le jour où on aura tous les feux au vert sur le plan du business model et sur le plan de l'impact, à ce moment-là, on accélérera fort. Ça passera probablement par là, mais au moins on aura pris 2 ans à connaître l'écosystème, à connaître les personnes, à connaître les fonds. Et finalement, on a fait notre due diligence vraiment en avant. Enfin, ça fait 2 ans qu'on y réfléchit et qu'on parle aux gens. Donc le jour où on en aura besoin, on les connaîtra et ils nous connaîtront. Ok. 3e étoile polaire, l'écologie, l'impact écologique. Donc là, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je ne sais pas si c'est un sujet qui te passionne, que tu suis. Il y a clairement une tendance de fond où un peu monsieur tout le monde veut participer et faire des petits gestes, et puis même essayer de transformer l'entreprise, avoir une croissance verte, essayer d'avoir un fonds vertueux par rapport à ça. Mais on sait que le vrai sujet aujourd'hui, c'est alors on peut employer le mot décroissance, ou tout du moins de sobriété. C'est un vrai enjeu. Et aujourd'hui, toi, dans ton secteur économique, alors faire, c'est mieux que ne rien faire. Transformer le e-commerce, c'est mieux que de le laisser tel quel par rapport à ça. Mais en fait, est-ce que tu vois pas aussi une forme de contradiction, dans le sens où le e-commerce, c'est une croissance qui aujourd'hui de consommation qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas alignée avec les objectifs de sobriété et de décroissance au niveau consumériste qu'on vit. Voilà, c'était un petit peu la question piège du podcast. Je te laisse avec ça. Bon courage, mais non, mais je sais pas si c'est un sujet qui t'intéresse. Moi aujourd'hui, c'est des choses qui commencent à, tu vois, qui font sens, et on sent qu'il y a les extrémistes, et c'est pas péjoratif de dire ça, des gens qui disent voilà, on n'en fait pas assez, vous comprenez pas, l'objectif c'est plus de mettre un pansement, mais c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin si on veut tenir nos objectifs, quoi. Pas une question piège. On a réfléchi évidemment à ce sujet-là. On a lu énormément d'études sur le sujet. Une étude intéressante, c'est celle qui montre que le e-commerce, c'est finalement, après le fait d'aller faire ses courses à pied, le moyen de consommer qui a le moins d'impact carbone. Parce que souvent, on pense aux grands centres commerciaux, mais souvent, on prend la voiture pour y aller. Même si on y allait en bus, ça aurait plus d'impact que de faire ses courses en ligne, parce que les livraisons sont mutualisées, parce qu'il n'y a pas de grosses infrastructures de stockage partout en France pour avoir des grandes surfaces dans lesquelles on va acheter des vêtements, parce que nous, on est plutôt sur l'achat de textiles ou de produits de ce type-là. Donc déjà, c'est que le e-commerce, c'est un moyen de consommer qui est, j'emploie pas le mot de responsable, mais qui est pas si mal finalement. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que avoir un colis réutilisable, ça n'incite pas les particuliers à consommer plus.
Et ça, on fait très attention dans la plateforme de marque et dans tous les messages. On parlait du pitch de ce midi, mais on fait très très attention sur les réseaux sociaux. Pas une seule fois, on est dans l'incitation à la consommation et on fait extrêmement attention à ça. Ensuite, le but du jeu avec ces colis-là, c'est évidemment de réduire l'impact sur les déchets du e-commerce, donc les 300 000 tonnes de déchets qui sont générés tous les ans, mais c'est aussi de faire réfléchir les gens sur l'impact de leurs gestes, de leur montrer qu'il y a des moyens d'agir qui sont super simples, super concrets. Finalement, on prend le colis, on le met dans la boîte aux lettres, c'est simple, en plus c'est relativement ludique. Donc du coup, c'est aussi le message de dire, vous pouvez faire des choses, c'est assez simple. Et puis après, ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'aller vers une impulsion, vers un changement de la consommation et qu'avec ce colis réutilisable, ce soit finalement un moyen d'aller vers une consommation plus responsable parce qu'on passe un message, parce que les gens se sentent capables de faire des choses. Et puis après, on veut le faire effectivement, pas uniquement avec les gens qui sont extrêmement engagés, parce que ceux-là, ils font déjà énormément, mais on veut aussi aller vers tous ceux qui sont beaucoup moins engagés et qui vont choisir un colis pli, soit parce que l'expérience est sympa, soit demain, et on lance ça en septembre, ils vont pouvoir le réutiliser sur leur vente de seconde main ou pour envoyer des colis à leur famille. Et qu'en fait, demain, les gens choisissent un colis pli pour des raisons d'impact pour certains, mais aussi pour des raisons simplement de valeur d'usage, parce qu'ils vont payer un affranchissement moins cher, parce qu'ils vont avoir besoin d'un colis, parce qu'ils vont avoir l'envie d'envoyer un colis sans avoir besoin d'imprimer une étiquette et que le QR code sur le colis suffira pour envoyer le colis. Et en fait, c'est ça qui est fort, c'est que l'impact soit là, peu importe la motivation première des gens. Et on se dit qu'on n'a pas tous un petit coin d'air au-dessus de notre tête, qu'en fait on le partage tous, donc il faut vraiment qu'on aille chercher aussi tous les gens qui sont pas en train de faire, qui sont pas en train d'agir au quotidien, et que si on veut que ça marche, il faut vraiment qu'on embarque tout le monde. Et pour nous, le colis réutilisable, parce que c'est un geste nouveau, parce que c'est un geste qui est simple et qui est plutôt ludique, c'est un moyen de mettre les gens en marche aussi. Par rapport à ça, je te rejoins par exemple, si on prend l'habillement dans le e-commerce, effectivement, on voit des marques qui se développent de plus en plus où c'est fabriqué à la demande, par exemple, etc., plutôt que les grandes surfaces, les grands magasins où on a des lots de fabrication monstrueux qui sont détruits, ou enfin des choses comme ça. Donc là, je te rejoins, effectivement, si en plus, toi, tu peux reboucler ou participer à la boucle éco-responsable, c'est super. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que Eatly, dans sa communication, dans ses réseaux sociaux, dans ces choses-là, vous prenez aussi la parole par rapport à ces sujets-là, en dehors de votre promotion habituelle, mais est-ce que vous prenez aussi la parole sur ces sujets-là? Et puis, par rapport à ton cœur de métier, tu vois, essayer un peu d'épurer. Moi, il y a un truc qui me sort par les yeux, c'est par exemple le dropshipping, quoi. Des mecs qui sont assis chez eux derrière un ordi, j'enlève rien, tout le monde doit gagner sa vie, mais voilà, juste monter une plateforme d'échange et puis pour vendre des produits fabriqués à l'autre bout du monde et sans avoir de valeur ajoutée, sans lever les fesses de son fauteuil, c'est un peu voilà, c'est moyen, quoi. Donc je sais pas. C'est des sujets sur lesquels on communique, en tout cas on parle. Et surtout, on explique. On a fait beaucoup d'études sur l'impact, notamment du colis, mais aussi sur les modes de livraison, par exemple. Donc, nous, on a vraiment une mission qui est celle d'expliquer. Après, les gens font leur choix, mais au moins, on leur a donné les moyens de faire les choix les plus pertinents possibles. En tout cas, sur le plan de l'impact, on met aussi en avant des partenaires qui sont responsables et qui, en tout cas, essayent vraiment d'agir pour réduire l'impact, que ce soit au niveau de la livraison, que ce soit au niveau de la logistique. Et puis ensuite, on essaye de le faire, par contre, sans culpabiliser, parce que le but du jeu, c'est d'aller chercher tous ces gens qui n'agissent pas, soit parce qu'ils ne comprennent pas l'urgence, soit parce qu'ils sont dans l'immédiateté ou qu'ils ont d'autres problèmes. Le but du jeu, c'est d'aller les chercher, et du coup d'aller les chercher beaucoup par l'expérience, par la valeur d'usage. Et donc on explique lorsque c'est nécessaire, et sinon on embarque les gens presque sans qu'ils soient drivés uniquement par l'impact. Mais ce qui nous tient à cœur, c'est le résultat. Okay. Et en termes de résultat, ça fait sens. Pardon, excusez-moi, je viens de tout casser dans le studio. Oui, par rapport à ça, il y a deux questions, et je te les pose d'affilée, mais
Comment vous travaillez votre message, en fait, justement, au moment de choisir le colis? Comment vous avez travaillé votre message pour qu'il soit le plus impactant possible? J'imagine que vous avez le droit à une ligne ou deux grand max pour convaincre les gens de choisir ce colis. Donc, comment vous avez travaillé ce message pour qu'il soit le plus impactant possible? Et je te rejoins complètement sur l'éducation. J'avais interviewé Maxence Cordier, le réveilleur. On parlait beaucoup d'éducation, notamment sur les sujets énergétiques, sur la transition écologique. Éduquer. Et effectivement, c'est un sujet, le e-commerce, la consommation, c'est des sujets où on n'est pas éduqué. Il n'y a pas de message vraiment. Je vous parle de dropshipping. Je pense que là, il y a 90% des gens qui ne comprennent pas ce que c'est. Et aujourd'hui, quand vous voyez passer de la pub sur vos réseaux sociaux pour des fringues, pour des objets, pour des trucs pour votre maison, qui ont l'air super cool, et vous voyez une belle vidéo d'un homme, vous croyez que c'est homemade et que c'est fabriqué. Non, en fait, c'est quelqu'un juste derrière son écran qui a monté une pub sur Meta Ads, qui fait livrer par AliExpress un produit qu'il achète 1 € et qui vous le revend 50 balles sans qu'il y ait de valeur ajoutée. Donc, et les gens ne sont pas informés par rapport à ça, ne sont pas éduqués, ne sont pas alertés. Moi, j'ai découvert le dropshipping il y a 1 an, juste sur Internet. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça existe. Donc voilà, c'était le premier point. Bon, je reviens à la question qui est beaucoup plus intéressante. Comment vous avez travaillé votre message pour qu'il soit le plus impactant possible au moment où on décide de choisir son colis? Comment ça s'est fait, justement, ça? C'est un vrai sujet. C'est un sujet sur lequel on travaille encore. On n'a pas encore toutes les clés. On a une approche qui est celle du test, qui est assez classique, mais en fait, on a testé plein de messages différents. On a mesuré le taux d'adoption en fonction du message, à la fois du wording, mais aussi du petit emoji qui va à côté. Ça, c'est dingue, mais l'emoji entraîne un taux d'adoption qui est plus important. Et puis ensuite, donc on mesure, on fait de l'A/B testing. Et puis après, on a notre travail de tous les jours qui est d'aller convaincre les marques de mettre ce message-là. Aujourd'hui, c'est dans nos conditions générales de vente qu'on doit proposer le message, que le logo doit être celui d'Ipli. On a encore beaucoup de marques aujourd'hui qui en profitent pour passer un message marketing relatif à leur marque. Ipli n'apparaît pas du tout, qui utilisent des mots qui ne sont pas forcément les bons. On travaille beaucoup là-dessus. Pourquoi c'est important pour toi, justement? Tant que ça sert la cause, j'ai envie de dire, et que derrière toi, ton colis est utilisé, ça... Ce qui est important, c'est que le message il soit clair, que les gens comprennent ce qu'ils choisissent et surtout qu'on ait les moyens de s'assurer que les colis reviennent. Et pour ça, il faut qu'ils comprennent ce qui est attendu d'eux. Si à la place de colis réutilisables Ipli avec un lien qui explique ce qui est attendu de la personne, et aujourd'hui, on va même jusqu'à récupérer les données de contact des personnes qui font le choix d'un colis Ipli juste pour pouvoir leur envoyer un mail. On ne leur envoie jamais de pub et on n'a pas le droit de le faire. Par contre, on leur envoie juste un mail qui leur dit voilà la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est de le glisser dans une boîte aux lettres. Voilà ce que ça économise en carbone. Et by the way, voilà la boîte aux lettres la plus proche de chez vous. Et donc, ça, on le fait parce qu'on voit que ça a un vrai impact à la fois sur la satisfaction client et aussi parce que le taux de retour augmente. Donc, du coup, le but du jeu, c'est effectivement de servir la cause, mais pour ça, il faut que le message soit clair. Okay. Et il ne faut pas que ce soit un message purement marketing de la marque, parce que finalement, c'est contre-productif, parce que la plupart du temps, le taux d'adoption est moins bon. Le particulier, finalement, ne comprend pas trop ce qu'on essaie de lui proposer. Et que finalement, ça sert ni le particulier, ni la marque, ni nous, ni la planète. Donc du coup, tu as quand même un gros boulot marketing, mailing derrière, juste informatif, et pour t'assurer qu'il y a une bonne utilisation qui est faite du colis. Intéressant ça. On pense toujours au marketing pour vendre, mais là, c'est du marketing pour faire vivre le projet, quoi. Oui, on le voit vraiment plutôt comme de la communication et presque de l'éducation. C'est plus le mot qu'on a en tête. On a conscience qu'on a quelque chose qui est nouveau, qui demande un geste. Et donc, il faut qu'on accompagne les gens. Et ça, c'est important pour nous d'avoir la communication la plus claire possible et que les gens se sentent accompagnés et que le geste il soit simple à faire. 2 petites questions. Qu'est-ce que tu as surkiffé dans l'aventure Ipli jusqu'à présent? Et qu'est-ce que tu t'es dit, voilà, on a complètement foiré et j'aurais dû faire vraiment différemment? Je pense que ce qu'on aime le plus, et je dis on parce qu'avec Anne-Sophie, on se rejoint là-dessus, c'est le fait d'avoir un impact, le fait de pouvoir le mesurer, et puis le fait de croire et de plus en plus tous les jours qu'on peut vraiment transformer la façon dont les gens interagissent avec les emballages, et du coup vraiment avoir une transformation en termes d'usage qui est super forte. Le point qui était le plus difficile, je ne sais pas si je referais... J'ai tendance à pas regarder ce que j'aurais fait différemment, donc je ne prends pas comme ça, mais en tout cas ce qui a été difficile, et ce qui nous a demandé beaucoup d'efforts, c'est le fait de devoir jongler avec
les casquettes dans un moment où on changeait d'échelle. Au début, c'est passionnant d'avoir ce rôle d'entrepreneur vraiment sur l'innovation, sur la création, les mains dans le cambouis. Et au bout d'un moment, on a le métier qui change et on met peut-être un petit peu de temps à s'en rendre compte que maintenant, on est manager, que maintenant, on est responsable d'une équipe, d'une bien-être de personnes aussi. Et que, en plus, il faut toujours avoir les mains dans le cambouis parce qu'on grandit, mais pas non plus tant que ça. Donc, du coup, d'avoir ce changement d'échelle, surtout lorsqu'il est rapide, de l'anticiper peut-être un peu plus. Et on nous avait toujours dit que c'était dur. On ne le croyait pas trop parce que jusqu'à présent, c'était plutôt facile et rigolo et hyper enthousiasmant. Ça reste rigolo et enthousiasmant, mais c'est pas facile et ça n'enlève rien au fait que ce soit une super aventure. Mais parfois, quand ça change très vite et qu'il faut s'adapter et qu'en plus on est responsable des gens et qu'on s'en rend compte, forcément il faut changer et puis il faut beaucoup se remettre en question. Et finalement, on grandit tous les jours et c'est probablement finalement ce qu'il y a de plus chouette aussi dans l'aventure. Mais c'est pas sans douleur. Je suis désolé pour la ligne éditoriale, mais là j'ai une question qui vient de me revenir. On va faire juste un rétropédalage de quelques instants. On revient sur les étoiles polaires et là, par exemple, un gros impact. J'imagine ce serait travailler avec un gros du e-commerce. Je pense à Amazon. C'est un partenaire que tu pourrais signer avec les pros et les cons, enfin avec les avantages et les inconvénients, mais finalement, toi, pour ce que tu veux faire, ça serait un impact énorme. C'est un partenaire qu'on va tout faire pour signer, tout simplement parce qu'il y a un volume de déchets qui est énorme, tout simplement parce que c'est celui qu'on nous cite à chaque fois. C'est celui avec lequel les gens ont le plus de contact au quotidien. À chaque fois qu'on parle de livraison, on nous parle d'Amazon. Donc évidemment, il faut que tous les colis à usage unique d'Amazon, ils les remplacent par des colis réutilisables. Donc absolument. On peut passer un message aujourd'hui. On peut toujours. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'aujourd'hui, il y a presque une marque sur 2 qui nous contacte, qui le fait parce que c'est des particuliers qui leur écrivent en leur disant « mais la livraison, c'était pas mal, mais franchement, quand est-ce que vous passez chez Ipli ?» Donc au contraire, il faut passer des messages à Amazon et à tous les autres. Ok, et écoute, dernière question avant l'instant promo. Donc, la dernière question, c'est qu'est-ce qui te fait encore lever le matin du coup ? Qu'est-ce qui te motive le plus ? On est loin d'être arrivé. C'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, à chaque fois tous les jours, on apprend des choses. On a de nouvelles idées pour faire en sorte d'avoir moins d'impact, pour faire en sorte d'entraîner le plus de personnes avec nous, pour lancer des nouveaux services qui ont du sens. Donc du coup, ce qui me fait lever le matin, c'est que j'ai l'impression que je ne suis pas arrivée et que je suis loin d'être arrivée. On a encore énormément de choses à faire. Et en plus, on est une équipe qui est très cool. Donc c'est assez chouette d'aller travailler le matin. Génial. Et puis du coup, l'instant promo de Léa Go. Tu as 30 secondes, 1 minute, le temps qu'il te faut pour passer un message, faire ta promo. Bon là, on a parlé de ton projet pendant 50 minutes, donc mais bon, je te laisse quand même ta minute promo. T'en fais ce que tu veux. Voilà, c'est toi. Vas-y. Je ne l'ai pas préparé celle-là, donc ce sera spontané. Je pense que c'est un mélange entre effectivement une vraie minute promo parce qu'on est au moment où on a besoin de convaincre le plus de marques possible de proposer nos colis, mais aussi le plus de particuliers de les choisir. Et donc, testez. Lisez les études d'impact si vous avez besoin d'être convaincu. Écrivez-nous si vous voulez en discuter. On a une équipe qui est passionnée par ce qu'on fait et qui pourra répondre à toutes vos questions. Et puis après, si on est sur le plan local, on s'est donné une mission avec Anne-Sophie, c'est aussi de faire notre part sur le territoire, en tout cas sur le bassin havrais. Donc s'il y a des entrepreneurs qui veulent échanger et juste avoir un retour d'expérience, c'est avec grand plaisir. Si on peut servir à quelque chose, on nous a bien aidés. Donc à notre tour de donner un petit peu de temps. C'est super. Merci Léa. Merci pour ta disponibilité. Et puis je te souhaite le meilleur pour Ipli. Allez, merci à tous. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et si vous voulez passer dans l'émission, m'envoyez un email à contact@systemsales.fr. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.